Un protagoniste, évidemment, aura l'histoire la plus épique lorsqu'il commence au plus bas de la société, comme un humble esclave qui est obligé d'affronter ses propres compagnons dans des batailles sanglantes. Compagnons qui sont tellement entraînés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco, homme robuste, est le seul à maintenir l'ordre, ce que Cestius admire et qu'il pousse à le considérer comme un ami. Du moins jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'affronter lors de la sélection des plus forts, Rocco étant le favori, non seulement pour son physique, mais aussi pour son attitude. Pendant ce temps, le protagoniste mince et faible n'est que critiqué. Cependant, il a un maître derrière lui nommé Zafar, qui semble avoir confiance en lui. Et pourquoi? C'est simple, à cause d'une vitesse de réaction qu'il démontre rapidement dans l'arène. Même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il doit le faire, prouvant qu'à 15 ans, c'est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant, et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. C'est ainsi qu'il est marqué comme l'un des esclaves choisis par le grand Valente. Et avec quelques autres compagnons, on leur promet la liberté après avoir remporté 100 batailles. Alors le maître s'occupe de l'entraîner en lui donnant de bons coups efficaces. Un esprit froid, mais surtout, vu sa petite taille et son incapacité à mettre KO d'un coup, il doit être le plus rapide. Et même si le vieux semble bien marqué par la vie, ses enseignements sont très sages, même si certains s'en moquent. Le fait est que Cestius et les autres sont emmenés au grand Colisée romain, où l'on célèbre le couronnement du César le plus jeune jusqu'à présent, le grand Néron, avec une multitude de combats de toutes sortes. Cestius rencontre même un blond qui semble assez aimable, lequel lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses rivaux seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Cependant, même si le protagoniste monte avec peur et avec un rival qu'il considère littéralement comme un maître, il s'assoit et se sent très heureux. Et le maître qui se sent très heureux, et le maître se sent très heureux. Et le maître heureux. Et il se sent très heureux. Et le maître sent qu'il crée un maître. Donc il crée un sterling maître. Prince. Que sa mère se souvient de lui comme d'une vieille légende qui a même combattu contre le garde royal Dimitrio, qui a aussi son fils comme élève. Et ce n'est autre que le blond d'avant appelé Rusca, une bête au combat avec une brutalité digne de son père. Il illustrera le niveau que le prota devra affronter. Les deux sont donc conduits au palais pour accompagner Néron. L'enfant, trop distrait de ses tâches, met sa mère en colère au point qu'elle fait combattre les deux guerriers à mort. Cependant, Rusca, sachant qu'il est bien plus fort que le prota, l'assomme avec une prise pour éviter de le tuer. De plus, Néron, mécontent de sa mère, lui désobéit, ce qui apaise la situation. Pour le moment même, le César reste un certain temps avec l'esclave Cestius. Pendant ce temps, Rusca se fait réprimander par son père, qui attendait au moins qu'il casse les jambes de son rival au lieu d'être gentil. Cependant, le prota ne s'en sort pas mieux, car pendant un certain temps, il subit de nombreux abus avec Néron, et en étant vendu à différentes doses. Duno a été victime des pires humiliations, finissant par tomber sur un gros homme qui l'emmène, lui et son maître, jusqu'à la Grande Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections. L'endroit organise son propre tournoi de combat, avec comme organisateur ce type appelé Nazca, qui leur montre sa zone d'entraînement avec quelques compagnons plutôt compliqués, comme Andem, un antipathique qui se dispute avec tout le monde, mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on sait qu'il est très fort. De plus, c'est un style de combat qui posera des problèmes à Cestius, donc pour l'instant, il faut s'entraîner. Chismoso, le protagoniste, rencontre Sabina la nuit, pensant qu'il s'agit d'un voleur. Mais c'est la femme la plus belle de toute la ville, et nous découvrons qu'elle est l'amour impossible d'Andem, qui, malgré sa force, est quelqu'un de sympathique, un vrai fan. Même si la fille le rejette 1000 fois et qu'il subit les moqueries de tous, cela lui importe peu. Même si la fille n'est pas vraiment mauvaise, elle aide quand il le faut, comme cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Sabina emmène l'équipe du protagoniste pour les affronter. Cestius, bien que le plus petit et faible en apparence, se distingue en attirant l'attention de la femme qui, avec Andem, ne le montre pas. En fait, on découvre que le type est fan d'elle depuis des années. Et elle, la seule chose qu'elle a pu lui promettre, c'est que s'il accomplissait un record impossible de 50 victoires consécutives, elle lui donnerait la liberté et en ferait son bras droit.
et il ne lui manque plus que de victoires. Cependant, c'est une situation qui ne concerne que d'eux. Le protagoniste reste indifférent et poursuit son entraînement pour rendre ses coups plus mortels. Même Zafar l'aide à s'exercer à un coup qui assomme et tue, ce que le protagoniste n'est pas certain d'utiliser. Mais Sabina le convoque dans sa chambre et lui propose de l'accompagner à Rome comme garde du corps personnel, non plus comme esclave, réalisant ainsi le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste a déjà vécu avec un chef. Dans ce cas, Néron, qui cherchait un ami, a fini par devenir un abuseur, et il a dû s'enfuir. Il décide donc que sa liberté, il l'obtiendra par ses propres moyens. Alors il la frappe, il refuse donc l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais vécu auparavant. Elle devient obsédée par le protagoniste, mais de façon négative, puisqu'elle ordonne à Andem, qui est pratiquement sa marionnette, d'affronter le protagoniste et de lui faire découvrir le désespoir d'être un esclave. Parce que la bête est jalouse que Sabina, la femme qu'il respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera un combat intéressant, avec un protagoniste prenant peu à peu l'avantage. Des nerfs d'acier lui permettent de s'entraîner et de progresser. Ce coup fatal qu'on lui a enseigné ainsi jusqu'au grand jour où la beauté de la ville assiste en tant que spectatrice. En fait, Andem faut le favori du public grâce à toute sa carrière, et en lui présentant un simple enfant comme rival, tout le monde l'accuse que ce sera trop facile. Mais tout cela importe peu quand le protagoniste devient sérieux et attaque rapidement, tandis qu'Andem attend le moment idéal pour riposter. Mais l'enfant continue d'augmenter la vitesse à un point où le plus fort de Pompée reçoit un coup direct au visage, qui le met à terre pendant un moment. Bien que cela enthousiasme le public, les dégâts sur Andem restent faibles et le protagoniste a épuisé son endurance. Il est donc temps qu'il reçoive aussi sa punition. Même avec des coups portés à des zones spécifiques, qui seraient aujourd'hui illégaux, en lui faisant perdre l'équilibre, mais surtout en l'obligeant à attaquer. Ce dont Andem profite pour porter un coup assez létal à la nuque, qui le laisse inconscient. Et même s'il se relève grâce à sa détermination, il perd une partie de sa mémoire à court terme, ne ressentant que le danger dans lequel il se trouve, tout son corps vibrant de douleur, ce qui lance l'échange de coups, donnant et recevant sans arrêt. Pendant un temps, chacun reconnaît la force du garçon de 15 ans et une partie des gradins le soutient, y compris Nascar, qui a eu la même opportunité que le protagoniste à son époque, en tant qu'esclave. Mais il a choisi la facilité s'habituant à la belle vie. Zestius incarne désormais la détermination qui lui manquait, ce qui touche tant le public. Pendant ce temps, le protagoniste, sans s'en rendre compte, commence à placer des coups aux côtes qui affaiblissent Andem, qui essaie de cacher sa douleur. Mais maintenant, il perd en endurance. Pour Zestius, lire ses attaques semblait plus facile en équilibrant. Mais Andem blesse tout de même le protagoniste au front, ce qui est mauvais pour Zestius. Laissant le temps à la bête de récupérer et avec un protagoniste aussi épuisé, il ne lui reste plus que le souvenir de cette attaque qu'il a entraînée. Il mise tout lors de la dernière rafale où il est grièvement blessé. Et grâce à cela, il obtient l'ouverture qu'il cherchait. Cette fois-ci, oui, un véritable coup mortel à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem, et même avec la motivation d'une Sabina désespérée, la victoire revient à Zestius, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient parié sur lui. Évidemment depuis les gradins, car ils ne se battraient pas. La voix du protagoniste ne suffit pas, alors Sabina agit par bonté envers son fan. Elle calme les gens pendant qu'elle fait ses adieux définitifs à Andem, ce qui pour lui est la pire des punitions. Alors que le protagoniste récupère après sa grande bataille, l'attaque à la nuque d'Andem rappelle fortement la sienne. Et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a tout appris a aussi entraîné Andem, qui est connu sous le nom de Démocrite. Un vieil homme maléfique qui aime expérimenter avec différents combattants et techniques, une information précieuse pour Zafar, qui le recherchait. Malgré tout, Andem a maintenant un fardeau en moins sur les épaules et il reconnaît finalement la force du protagoniste. Tout comme le peuple de Pompéi, qu'il a facilement conquis grâce à son attitude et à sa résistance, même si en vérité, tous les habitants de Pompéi vont mourir dans quelques années. Le protagoniste doit poursuivre et exploiter pendant un an à divers travaux, il améliore sa forme et ses techniques. Un jour, deux hommes apparemment ordinaires s'arrivent, cherchant des guerriers pour les événements du Grand Néron. Le propriétaire du protagoniste l'oblige à participer à des éliminatoires. Dans ces mini-colisées où l'espace complique les combats, Zestius ne rencontre pas beaucoup de difficultés face à ses premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifles, mais devient de plus en plus brutal, frappant même des combattants au sol. Son tempérament lui cause des problèmes et, selon son maître, malgré son habileté,
il ne parvient pas à maîtriser sa technique. Il n'y parviendra que s'il se concentre sur la connexion entre ses coups et son esprit. Pendant que nous voyons Félix, un autre esclave très habile qui semble avoir trouvé sa propre façon de profiter des combats. Contrairement au prota qui devient de plus en plus tendu, du moins jusqu'à son combat sous la pluie. Là, en mettant en pratique ce que lui a dit Zafar, il laisse son esprit se connecter au combat, aiguisant ses sens et faisant en sorte que ses combos et attaques normales aient la force de mettre KO n'importe quel adversaire. Il retrouve ainsi sa tranquillité et sa bonne entente avec ses amis. C'est alors qu'il rencontre Félix, qui est un gars très sûr de lui et de sa chance. Il admet que l'attitude et l'aura, surtout du protagoniste, sont celles d'un guerrier. Prédit-il une rencontre en finale? Voici ce qui arrive. Tous deux connaissent la technique de l'autre, mais on voit Zestius beaucoup plus tendu que Félix qui prend plaisir au combat en lançant ce duel, qui passe les éliminatoires et peut voyager en Sicile pour l'événement principal. Alors Zestius frappe sans arrêt, cependant, tout ce que fait Félix, c'est se défendre au bon moment. Il change sa posture pour en adopter une avec les épaules plus ouvertes, ce qui paraît même un peu idiot. Mais Zafar admet que dans un espace aussi petit, cela fait que beaucoup des coups que Zestius pouvait bloquer auparavant touchent maintenant sans problème. Ce qui devient une punition pour le protagoniste, qui finit par tomber plusieurs fois à cause de coups aussi larges, et à la fin, l'un de ces coups lui blesse à nouveau la cheville. Félix se vannait de sa chance et avec le combat en main, disait attaquer davantage. Cependant, Zestius, bien qu'il reçoive des coups, remarquait qu'à chaque attaque ouverte de son adversaire, sa poitrine restait exposée. Alors il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois de tout le combat, même si cela remonte le moral du public et des parieurs. La technique n'a pas été aussi efficace parce que la cheville du protagoniste lui fait perdre de la position au sol et par conséquent de la force. Le combat continue maintenant que les deux sont à leur apogée. La bataille s'équilibre beaucoup, au point de devenir un duel d'endurance. Voyons qui tiendra le dernier coup. Même si Zestius reste désavantagé parce que Félix contrôle mieux l'espace et l'acculant facilement. Ainsi, il risque souvent d'être assommé d'un coup. En ne lui laissant qu'un espace pour donner quelques coups de poing, ce qui semblait inutile, mais à force de persévérance, il commence à affaiblir Félix. Et avec la résistance brutale que possède le garçon de 15 ans, le combat finit par durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, c'est la cheville de Zestius qui le met sur le point de tomber et où il ne pourrait plus se relever. Il décide donc de tout risquer dans une dernière attaque pour laquelle il a maintenant trouvé les failles dans la défense de son adversaire. Et il décide d'utiliser la dernière chose que son maître lui a apprise, c'est-à-dire contrôler la respiration de Félix. Il profite donc d'un instant pour lui couper le souffle et lui donner un coup au menton, si fort qu'il l'étourdit. Perdre le contrôle du combat ne suffit évidemment pas à le vaincre. Alors le protagoniste utilise la technique en se plaçant dans le dos de l'ennemi, avec un point à la hauteur des reins. Même dans Mortal Kombat, une telle létalité serait interdite en boxe aujourd'hui. Et même si Félix veut se relever, il est maintenant littéralement cloué au sol par la douleur. Le protagoniste a remporté la victoire, bien qu'épuisé, et il s'en est fallu de peu pour qu'il perde ce combat de titan. Même si les deux ont fini par uriner du sang toute la nuit, et le lendemain, ils échangent le respect en tant que guerriers. Pendant que Félix part chercher du travail ailleurs, le prota prend le bateau pour le village de Sicile où se tiendra le grand événement, et pour lequel Zafar commence à les guider avec la dernière technique de son répertoire. Et la plus mortelle, avec laquelle il a même arraché l'œil de Démétrio. Même ainsi, en arrivant sur place, ils sont les moins soutenus en tant qu'esclaves, tandis que les autres sont littéralement des dieux de toutes les cultures du monde et possèdent sur des compétences totalement différentes. En fait, le protagoniste finit par rencontrer la gentille Roxane et même Ruska. Ce dernier l'avertit qu'il s'agira de véritables combats pour lesquels il n'a pas la force mentale nécessaire. Cependant, il n'a aucune idée de tous les progrès que le protagoniste a réalisés et de tout ce qu'il a appris. Des techniques qu'il n'oserait même pas utiliser lui-même. Même si sa marque d'esclave l'humilie, il prouvera par ses points ce que nul autre ne peut accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Andem, qu'il finit par retrouver sur place, le savent mieux que quiconque. Parce qu'il veut aussi se battre lors du plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. C'est ainsi que se termine la première saison d'un anime assez divertissant, avec ses moments épiques, pleins d'énergie et même de bonne motivation, que je recommande à ceux qui voudraient le regarder pour la première fois. Pour l'instant, il n'y a pas de suite, mais espérons qu'elle viendra. J'espère que ce résumé vous a plu. L'histoire nous emmène dans un village reculé du Japon, où ces brutes frappent, depuis quelque temps, le protagoniste de l'aventure,
appelé Jin. Un jour excédé, le gars laisse éclater sa colère et démontre ses compétences en combat, frappant au point de perdre le contrôle. C'est pourquoi sa mère intervient non seulement pour empêcher que la bagarre continue, mais aussi pour le réprimander ensuite à la maison, puisque c'est elle qui lui a tout appris sur les combats et le style. Kazama, qui accompagne sa famille depuis des générations, donc comme sa mère lui a tout appris sur les combats et le style Kazama. Elle sait que cela ne doit pas être utilisé comme une arme, et encore moins contre des gens ordinaires. Elle lui fait clairement comprendre qu'elle attend beaucoup de son fils, et ne veut pas qu'il devienne un agresseur, comme tant d'autres qu'elle a connus. Elle a donc choisi de l'emmener dans un lieu plus calme pour l'entraîner dès le départ, physiquement et mentalement, tout en maintenant une bonne relation avec lui. Mère-fils. Cependant, lorsque Jin essaie de demander des informations sur son père, même simplement où il se trouve, elle ignore la conversation. Ce qui, malgré la qualité de vie qu'il a, suscite sa curiosité. Malheureusement, ces questions commencent à trouver des réponses. Cette nuit-là, lorsqu'une sorte de démon apparaît chez lui, sa mère, cherchant à le protéger, l'enferme pendant qu'elle s'occupe du danger. Le problème, c'est que cette bête s'avère être très puissante. Bien que sa mère soit très agile et cherche le point faible de l'adversaire, la bête ne réagit pas. Après avoir entendu « sa mère, et ça, et sa mère, et ça, et sa mère, et sa mère, et sa mère. » Et son œil dans le nom, parce que je crois que sa maman. Et qui, dans ses derniers mots, lui a dit de chercher Heihachi Mishima, son grand-père. Même si ce sera très difficile, non seulement parce qu'il est millionnaire ou grincheux, mais aussi parce que, à son arrivée, Jin rencontre dans sa chambre une personne très conservatrice, n'admettant que sa famille. Par la façon dont ils se battent, et où Jin se révèle si faible que Heihachi le méprise simplement et essaie de le chasser de l'endroit. Jin raconte à son grand-père comment sa mère a été tuée par le démon vert, ce qui intrigue le grand-père, déjà au courant de cette créature. Alors il lui propose de l'entraîner pour qu'il apprenne le style Mishima, jusqu'à ce qu'il puisse vaincre ce que nous allons maintenant connaître sous le nom d'Ogra. Bien sûr avec un entraînement intense qui lui fera découvrir le véritable art du combat, alors qu'il s'investit chaque jour. Son grand-père, très strict, modifie tout ce que sa mère lui a appris, détournant la gestion de la colère pour s'en servir contre son rival. Et puisque qu'il n'a pas pu défendre sa mère avec le Kazama, au moins il pourra la venger en tant que Mishima. Débute alors un entraînement intensif où il devient toujours plus réservé et méfiant. Il ne fait qu'obéir aux ordres de son grand-père, qui veut le voir devenir un guerrier, renforçant tout son état physique pour qu'il puisse utiliser n'importe quelle partie de son corps comme une arme. Ainsi, après que Heihachi constate une certaine amélioration, il décide de l'emmener à un dîner d'affaires, où le chef des Mishima va recevoir ce talisman, lié d'une certaine façon à là. Cependant, la personne chargée de cela finit par poser certaines conditions et Heihachi considère cela comme une trahison, obligeant son petit-fils à en finir avec lui. Il doute encore, malgré les enseignements de sa mère. Donc, s'il finit par exécuter l'ordre, son grand-père lui dit que ses doutes et ce pacifisme des Kazama sont ce qui a tué sa mère. Et s'il veut un jour la venger, il doit éliminer tout cela et permettre que le feu des Mishima, celui-là même dans lequel sa mère a été prise, émerge en lui et fasse de lui un véritable membre de la famille. C'est quelque chose qui convainc Jin de se livrer entièrement à l'entraînement, où son grand-père lui enseigne tout ce qu'il sait jusqu'au bout, changeant complètement son style de combat, évidemment, avec une amélioration incroyable et une personnalité beaucoup plus puissante, tout en restant malgré tout aimable avec les autres. Il se lie d'amitié avec un combattant nommé Oran. Et cette petite camarade de classe, appelée Link, qui malgré sa taille, est passionné par les combats. Finalement, on remarque ce changement qui brise totalement la bulle où sa mère l'a gardé si longtemps. Et vient le moment de le prouver lors d'un affrontement contre son grand-père, qui lui avait dit que la seule façon de terminer sa préparation était de le vaincre. Alors le gars monte sur le ring et commence un combat assez équilibré. Pourtant, au début, le grand-père prend l'avantage. Cependant, cette même confiance et arrogance fait que le protagoniste reste calme. Et à certains moments, Heihachi fait de faux pas, ce qui permet au protagoniste de lui porter quelques coups qui le font reculer. Et ces coups sont suffisants pour qu'il puisse sortir pour la première fois en tant que vainqueur. Ce qui rend son grand-père heureux et qui en profite pour relancer le tournoi Tekken,
Une compétition qui réunit de grands combattants du monde entier pour prouver qui est le véritable numéro 1. Et cela sert aussi à attirer l'attention d'Ogro, car il découvre que les victimes de cette bête ont toujours été de grands combattants, parmi lesquels, en plus de sa mère, il pourrait aussi y avoir son père dont il ne sait encore rien. Il sait seulement qu'il a été l'un des meilleurs combattants aux côtés de son grand-père. C'est pourquoi il se rend à la compétition, dont la première étape est le Pérou, où le protagoniste arrive avec Joran, rencontrant ainsi d'autres grands guerriers comme Phoenix, un vétéran qui a affronté Heihachi et le père de Gino. Il croise aussi Nina, qui nourrit une forte rancœur envers la famille Mishima et cherche des informations pour atteindre ses objectifs. Tout de même, cette nuit-là, Heihachi se charge d'accueillir le tournoi, qui sera présenté au monde entier pour voir lequel de ses guerriers deviendra le nouveau champion. Tout cela pendant qu'il profite du dîner et partage un peu. Le protagoniste décide donc de demander à Nina ce qu'elle sait sur Kazuma, mais elle ne lui dit rien et se contente de l'avertir de ne pas se mêler de ses affaires. Celui qui donne quelques informations, c'est Phoenix, qui finit par avouer comment les choses se sont réellement passées. En fait, lors du dernier tournoi Tekken, il y a eu des affrontements de très haut niveau, notamment entre Heihachi et son fils Kazuma, dont il n'existe même pas d'enregistrement vidéo. Heureusement, Phoenix était sur place et a pu constater les niveaux de puissance lors de ce combat. Kazuma était une bête incontrôlable qui n'avait pour seule motivation que de tuer, comme si quelque chose l'y obligeait. Lors de cette première rencontre, le père de Jin l'emporte et jette le grand-père du haut d'une falaise sans remords. Miraculeusement, il survit et revient pour se venger, mais Heihachi l'emporte. Et c'est là qu'il montre la haine qu'il avait pour son fils. Cela fait donc du vieil homme le principal suspect de la disparition de Kazuma. Jin, n'aimant pas le suspense, va directement voir son grand-père, qui lui confirme avoir tué son propre fils. Mais selon lui, c'est parce qu'il était pourri de l'intérieur, avouant au protagoniste que Kazuma possédait quelque chose appelé le gène maléfique. Une malformation qui, par la colère, changeait son état physique en bête et le rendait très agressif, avec un fort désir de tuer. Donc, selon le grand-père, il n'a pas eu d'autre choix que de l'éliminer, lui avouant que ce gène est en fait celui qui attire l'ogre en quête de pouvoir. Donc Jin l'a probablement aussi, et c'est la raison pour laquelle, ce jour-là, lorsqu'il s'est battu contre les brutes, il a fini par servir d'appât. Il en vient ainsi à se reprocher ce qui est arrivé à sa mère. Cependant, son grand-père lui dit d'utiliser ce sacrifice pour au moins la venger. On voit donc que Heihachi n'a aucune bonne intention, il veut juste que son petit-fils perde le contrôle comme son fils, dans le seul but d'attirer l'attention de l'ogre. Mais la personnalité du vieux n'a rien de nouveau, car la plupart des participants du tournoi le détestent déjà pour diverses raisons. Le premier adversaire du protagoniste déteste à tel point les Mishima qu'il fait du combat contre Jin une véritable odyssée. Recevant trop de coups, il commet sa première erreur, et en se laissant emporter par la rage de son adversaire, il commence à la ressentir lui aussi. Et s'il égalise le combat? Mais alors qu'il prend plaisir à voir souffrir son adversaire, cela le conduit à la victoire, mais en lui brisant une jambe au passage. Il le regrettera plus tard en voyant que son adversaire ne pourra probablement pas se battre à nouveau avant longtemps. En plus d'être un type qui éprouve beaucoup de colère envers le vieux, car il est responsable de la mort de ses enfants. Le protagoniste ne peut rien changer, mais cela provoque un débat intérieur sur ses actions. En se rappelant les paroles de sa mère et en décidant de maîtriser sa colère lors des prochains combats. Pendant ce temps, son ami Lin, aussi en compétition, révèle son potentiel en battant la célèbre Nina, favorite du tournoi. Et nous voyons quelques autres combats, où celui qui se distingue le plus est le combattant connu sous le nom de King, qui a déjà beaucoup d'expérience et qui commence à progresser dans le classement. Vient ensuite le combat de Jin contre son ami Oran, qui a aussi progressé. Donc de ce côté, nous verrons qui ira en finale, dans un combat bien plus favorable pour Jin, laquelle, même si elle lui impose un défi assez important, il l'apprécie en utilisant des techniques qu'il combine à la fois de sa mère et de son grand-père. Il finit par battre Oran sans grande difficulté, sans laisser la colère ni même le gêne apparaître, ce qui remplit donc son grand-père de rage. Le protagoniste atteint la finale, tandis que Lin affronte le célèbre King dans un combat honorable. Elle a là plusieurs occasions de frapper, mais l'homme, grâce à sa force, la met finalement hors de combat. Jaguar affrontera Phoenix pour décider du finaliste. Et c'est là que Jin décide d'observer de très près les deux combattants et leur façon de se battre. Heihachi avoue alors à son petit-fils que le King actuel n'est qu'un disciple, pas le vrai, puisque la véritable légende est morte des mains d'ogre.
Alors maintenant, ils ont quelque chose en commun? En fait, le gars Jaguar finit par gagner le combat, arrivant ainsi en finale contre Jin. Et il a du temps pour se reposer. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car l'une des éliminées du tournoi essaie d'attaquer Heihachi. Le protagoniste intervient alors et découvre que le talisman du vieil homme a été arraché à sa mère qu'il protégeait. Mais en plus, et c'est un autre des petits secrets du vieil homme, il découvre qu'en réalité, c'est son grand-père qui a libéré l'ogre en premier lieu. Il avait donc besoin du talisman pour l'étudier et comprendre son lien avec le gène maléfique, sans mesurer les conséquences sur les vies qui ont été perdues, y compris celle de la mère de Jin. Alors, le protagoniste décide de ne plus suivre cette idée et de se consacrer uniquement à combattre comme un véritable guerrier. Ainsi, soutenu par ses amis et proches, vient le jour du grand combat opposant deux guerriers d'élite. Ils donnent tout et avec des défenses et offensives différentes, mais partagent la même motivation de gagner. Cependant, même si Kim parvient à déstabiliser Jin à plusieurs reprises, ce dernier revient toujours dans le combat en se rappelant les souvenirs de sa mère. Chaque fois qu'il tombe, il se relève et frappe encore plus fort. Ce qui, après un moment, lui permet d'obtenir une victoire directe mais propre contre le Jaguar. Quelque chose qui ne satisfait pas son grand-père. Constatant l'inactivité du gène maléfique, il enfreint les règles et organise un ultime combat contre Jin, bien trop déséquilibré vu l'état du protagoniste. C'est pourquoi son grand-père commence par gagner et humilier. Le fait que son petit-fils utilise encore les techniques de sa mère commence à mettre Jin dans une grande colère, ce qui ne lui convient pas du tout. Mais grâce à son self-control et en utilisant uniquement les techniques qu'il a apprises de sa mère, il finit par vaincre son grand-père. Sans s'attendre à ce qu'une part du gène maléfique s'échappe, attirant l'attention de l'ogre au dernier moment. Et le rival tant désiré apparaît, et rien qu'en le voyant, ce fameux gène maléfique qu'il avait tant évité s'active. Perdant le contrôle, le protagoniste engage un combat fou, perdant beaucoup de techniques. Ce qui réjouit le grand-père sans laisser intervenir quiconque. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le protagoniste garde encore très présent non seulement les enseignements des Mishima, mais aussi tout ce qu'il a vu avec sa mère. C'est pourquoi il parvient à garder la raison en le vainquant dans une séquence assez épique. Cependant, ce n'est pas encore fini, car l'ogre a une deuxième phase dans laquelle il se montre comme un véritable démon. Ses amis interviennent alors, refusant de laisser Jin mourir, soutenu par tous. Ainsi, en utilisant ses dernières forces, ses attaques deviennent encore plus précises et puissantes, au point qu'il finit par éliminer complètement son adversaire. Mais il est tout près d'entrer dans l'état possédé de son père. Alors qu'il pensait que tout irait bien, le grand-père revient en affirmant que son petit-fils est déjà une bête et qu'il doit s'en charger lui-même. Il lui tire dessus en traître, laissant Jin mourant. Bien qu'il pense à ce que sa mère aurait voulu, même avec quelques illusions dans sa tête, il finit par succomber à la haine, revenant à la vie avec une apparence démoniaque sans aucune trace de personnalité, uniquement dans le but d'en finir avec son grand-père, à qui il inflige une raclée complète. Pourtant, avant de le tuer, il s'arrête et s'enfuit, laissant derrière lui son humanité. Dans une fin assez forcée, mais bon, c'est tout pour l'instant. La série est assez banale, avec un rythme trop rapide et peu de profondeur. Pour ceux qui ont aimé, vous pouvez profiter des détails que j'ai omis. Pour ma part, c'est tout, on se retrouve dans un prochain résumé. Comme l'a dit mon père, je vous abandonne.